Nous avons toutes et tous été enfants. Et pourtant, nous avons parfois du mal à comprendre ces petits êtres. Une chose est sûre, les enfants fonctionnent différemment des adultes. Les enfants sont bien plus ouverts d'esprit qu'aucun adulte ne le sera jamais dans sa vie. Mais à quoi est-ce dû? Les enfants sont des êtres humains et les adultes sont juste plus grands qu'eux. Enfin, la plupart. Les enfants sont-ils uniquement de petits êtres en devenir, auxquels on doit expliquer les rouages de ce monde? Les enfants doivent assimiler énormément de choses. Mais s'agit-il uniquement pour eux de devenir adultes? Ou possèdent-ils des facultés que nous n'avons pas? Seraient-ils même plus doués que nous? Comment les enfants perçoivent-ils le monde? Et est-ce forcément eux qui ont tout à apprendre de nous? Ou pouvons-nous aussi apprendre d'eux? Soyons clairs, les enfants sont bien sûr différents des adultes. Et pas seulement chez les humains. Dans le monde animal, certains petits savent marcher dès leur naissance, d'autres sont incapables de se nourrir et de se déplacer seuls, et d'autres encore restent collés à leur mère. Les bébés humains aussi aiment être portés. Mais on s'est longtemps demandé s'ils étaient plutôt actifs ou passifs dans les bras de leurs parents. Ce qui est sûr, c'est qu'au début de leur vie, ils ont besoin de l'aide de leur entourage et ne peuvent pas tenir debout tout seuls. Et ce n'est pas tout. Chez un nouveau-né, le sens de la vue est encore très limité. Il faut attendre l'âge de 9 ans environ pour que les enfants sachent correctement évaluer les distances. Leur ouïe aussi ne se développe que progressivement. Des études ont montré que les enfants percevaient moins bien les bruits venant dans leur dos. Savoir cracher des noyaux de cerises demande aussi un certain entraînement. Comparé aux animaux nidifuges, qui sont autonomes dès la naissance, notre progéniture est donc plutôt à la traîne. En effet, les enfants ont besoin de l'aide des adultes pour pouvoir survivre et évoluer dans notre monde. Et après tout, tant mieux, car quoi de plus beau que de les voir grandir? Je me réjouissais de devenir mère. Et j'ai vécu la naissance de ma fille comme un petit miracle. J'étais tellement heureuse d'avoir ce beau bébé potelé, d'être la maman de ma petite Rosie. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle gazouillait et elle me regardait, intriguée avec ses grands yeux bruns. Mais petit à petit, toute cette joie s'est transformée en cauchemar. Quand Rosie était bébé, elle pleurait beaucoup le soir, parfois même pendant des heures. Mon mari, épuisé, est donc allé consulter une pédiatre qui a simplement haussé les épaules et lui a dit « Mais enfin, Rosie est un bébé !» Quand Rosie a eu 3 ans, j'étais complètement désespérée. Les pleurs de mon bébé s'étaient transformés en crises de colère. Je la prenais dans mes bras pour tenter de la calmer, mais ça ne faisait qu'empirer les choses. Elle continuait à hurler et il lui arrivait même de me frapper au visage. Je me sentais totalement démunie et impuissante, incapable d'assumer mon rôle de mère. Micheline Doucleff n'est pas la seule à éprouver ces sentiments mitigés. Selon une récente étude américaine, 83% des parents trouvent le comportement de leurs enfants inquiétant avant l'âge de 7 ans. Notamment parce qu'ils se montrent parfois agressifs envers eux. Je me suis demandé, mais qui est cet enfant? De quoi a-t-elle besoin? J'avais du mal à admettre que ma fille m'était totalement étrangère. Et j'avais vraiment peur qu'on finisse par se détester. Attendez une minute. Élever un enfant n'est pas censé être la plus belle chose au monde? Bon, si nous ne comprenons pas toujours le comportement de nos bambins, comment eux nous perçoivent-ils? Ben, disons que les adultes sont grands et qu'ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. Surtout quand ils boivent ou qu'ils fument.
Mais parfois, ils savent ce qu'ils ont à faire, comme faire la vaisselle ou autre. Il y a un peu des deux. J'ai du mal à les comprendre. Assez parlé des adultes. Quelle image les enfants ont-ils d'eux-mêmes? Les enfants gardent toujours les yeux ouverts. Ils sont toujours en alerte, comme une araignée par exemple. Rosie a raison. Quiconque a déjà joué au Memory sait d'avance qu'il n'a aucune chance de gagner contre un enfant de 5 ans. Mais comment est-ce possible? Il est difficile de se représenter le monde à travers les yeux d'un enfant qui ne connaît encore rien à la vie. Tout est nouveau pour lui. Et comme ils sont en pleine découverte, les enfants sont incapables de distinguer aussi rapidement que nous ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Les adultes, quant à eux, passent leur temps à peser le pour et le contre, à se protéger contre de potentiels dangers, ou tout simplement à gagner de l'argent. Nous, les adultes, nous percevons le monde de manière beaucoup plus étriquée. Nous ne voyons que ce que nous voulons voir et nous ne prêtons attention qu'à ce qui nous semble essentiel et utile. Les enfants ne fonctionnent pas comme ça. Ils sont ouverts à tout. Voilà pourquoi le monde est pour eux synonyme de grande aventure. On peut observer le processus d'apprentissage des animaux, notamment chez les chatons. Eh bien, les humains fonctionnent de la même manière. Nous apprenons par le jeu, parce que durant l'enfance, les choses ne sont pas encore trop sérieuses. On a le droit de faire des erreurs. C'est précisément grâce à cette insouciance qu'un enfant peut développer l'imagination dont il a besoin, pour savoir à terme prendre les bonnes décisions et atteindre ses objectifs. Et ils apprennent très vite. Cette faculté est probablement due à un neurotransmetteur appelé acide gamma-aminobutyrique, ou GABA. Celui-ci est aussi présent dans le cerveau des adultes, mais chez les enfants, il est sécrété en très grande quantité, ce qui leur permet de bien retenir tout ce qu'ils ont appris. Autre atout des bambins, leur forme olympique. Et pour cause, leurs muscles résistent mieux à la fatigue que ceux des adultes, sans compter que leur métabolisme s'apparente à celui d'un sportif de haut niveau. Les enfants peuvent ainsi profiter de l'oxygène présent dans leur sang beaucoup plus longtemps que leurs aînés. C'est ce qui explique pourquoi, après avoir passé une journée avec des enfants, on n'a qu'une envie, se jeter sur le canapé alors qu'eux ne sont même pas encore couchés. En matière d'énergie, les enfants n'ont donc rien à envier aux adultes. Comparés à nous, ce sont même presque des surhumains. Mais qu'est-ce qui peut bien les aider à décupler leur potentiel? Les enfants viennent au monde avec deux besoins fondamentaux. Le premier, c'est le besoin d'attachement. Et le deuxième, c'est le besoin de créativité. Le plus grand danger pour un enfant, c'est de grandir dans un environnement qui ne lui permet pas de satisfaire ces deux besoins fondamentaux. Et c'est justement ce qui se passe lorsque les parents ou autres référents passent leur temps à dire aux enfants ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Et ce, même avec la meilleure intention du monde. En l'occurrence, l'enfant ne peut absolument pas assouvir son besoin de créativité. De plus, il se rend compte qu'il ne correspond pas du tout aux attentes de ses parents et des autres personnes de son entourage. En clair, les enfants s'épanouissent lorsqu'on reconnaît et qu'on respecte leurs besoins. Dans le cas contraire, eh bien... Les enfants ont longtemps été considérés comme des êtres inachevés. L'idée qui, je pense, est encore relativement dominante aujourd'hui est celle qui part du principe que les enfants doivent être éduqués. Les adultes ne perçoivent pas les enfants comme des êtres actifs et indépendants qui s'approprient le monde, mais plutôt comme de petits êtres ayant besoin de protection et auxquels on ne peut pas encore faire confiance. Durant l'Antiquité, les enfants ne sont pas considérés comme des êtres dotés de talents, ayant des centres d'intérêt et capables de penser. La mortalité infantile est alors très élevée. Même constat au Moyen-Âge. Si les enfants parviennent à survivre, on les fait rapidement entrer dans le monde des adultes.
Il faut attendre le XVe siècle pour que les choses évoluent. Les enfants sont alors préservés du monde des adultes et envoyés à l'école pour être éduqués. L'éducation infantile connaît un nouveau souffle durant le siècle des Lumières. Les parents traitent leurs enfants avec plus de bienveillance et ils leur font plus confiance. Mais leur objectif reste le même, faire de leur progéniture des adultes utiles. En 1762, Jean-Jacques Rousseau dévoile une toute nouvelle vision de l'éducation infantile dans son fameux roman « Émile ou de l'éducation ». Le philosophe reproche à la société de méconnaître les enfants et d'oublier que tout adulte en a lui-même été un. Hormis le fait que les adultes fatiguent plus vite et sont moins forts aux mémories, peut-on affirmer pour autant que les enfants perçoivent le monde différemment d'eux? Martha Moreau est l'une des premières chercheuses à s'être penchée sur la question. Originaire de Hambourg, cette psychologue est aussi l'une des premières femmes à avoir obtenu un doctorat en Allemagne en 1923. Ses découvertes sur les enfants sont considérées encore aujourd'hui comme pionnières, notamment en raison de sa méthodologie. Martha Moreau partait du principe que pour pouvoir communiquer avec un enfant, il ne fallait pas seulement comprendre comment il percevait le monde, mais aussi prendre en compte l'environnement dans lequel il grandissait. La chercheuse a ainsi découvert une chose essentielle. Les enfants appréhendent le monde de manière très différente des adultes, voire dans le sens inverse. En effet, les préoccupations des adultes intéressent rarement les enfants, et à l'inverse, tout ce qui retient l'attention des enfants importe moins aux adultes. Martha Moreau illustre ce phénomène par une rampe d'escalier. Une clôture empêche les adultes de se déplacer où ils veulent. Ils ont tendance à rester sur le chemin délimité par les barrières, tandis que les enfants préfèrent les escalader et ils ne se cantonnent pas au sentier. Les enfants grimpent, marchent en équilibre et glissent sur la rampe. Bref, ils font tout sauf une chose, s'y tenir. Ils s'approprient donc leur environnement à leur manière. Et pourquoi faudrait-il les en empêcher? Il faut bien garder à l'esprit que les enfants sont actifs. Ils perçoivent et appréhendent le monde à leur façon. Ils n'ont pas peur d'expérimenter et de se familiariser avec de nouvelles choses. Mais comment peuvent-ils assimiler autant d'informations en permanence comme une éponge? Que peut faire le cerveau d'un enfant que nous ne pouvons pas faire? Prenons l'exemple d'un oignon. Comme chacun sait, il est composé de différentes couches. Mais c'est ici, à la racine, que tout commence. Et plus précisément au niveau du tronc cérébral qui se forme déjà dans l'utérus de la mère. Il s'agit de la pièce maîtresse de ce qu'on pourrait appeler notre cerveau oignon. Celui-ci est recouvert du système limbique, puis du cortex cérébral et enfin du cortex préfrontal. En termes de volume, je dirais que les humains ont 2 cuillères à soupe de cortex préfrontal de plus que les animaux. C'est aussi là que sont gérées, sous forme de réseau, toutes les facultés complexes dont nous avons besoin pour interagir au quotidien. Chez les nouveau-nés, ce potentiel est déjà présent et le cerveau est entièrement constitué. Il compte au total près de 100 milliards de cellules nerveuses qui se connectent entre elles à un rythme effréné, via des synapses capables de transmettre un torrent de signaux. Le cerveau devient alors une véritable éponge à informations. Vers l'âge de 3 ans et jusqu'à la puberté, un enfant dispose d'environ 200 billions de synapses, soit un 200 suivi de 12 zéros. Cela représente aussi 2 fois plus de synapses que chez l'adulte. Mais chez les enfants, le réseau ne se connecte entièrement que plus tard. Prenons l'apprentissage du vélo. Le principe est simple. Au début, les connexions nerveuses qu'on utilise pour réussir à tenir plus ou moins bien sur sa selle s'apparentent à un étroit chemin dans le cerveau. Au fil du temps, celui-ci se transforme en une route, qui devient progressivement une autoroute qu'on pourra alors utiliser toute sa vie. Elle ne disparaîtra jamais. Les voies nerveuses passent ainsi du statut de petites routes cahoteuses à grandes avenues sécurisées. Et qu'en est-il des synapses non utilisées? Toutes les synapses non sollicitées peuvent se mettre à rétrécir. Petit à petit, les enfants se façonnent leur propre image du monde. Mais cela prend du temps.
Est-ce que cela signifie pour autant qu'ils sont incapables de penser correctement? Les Inuits pensent que les enfants sont incapables de réfléchir par eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils tolèrent davantage leur colère. Ils partent du principe qu'avec le temps, l'enfant grandira et finira par comprendre. On n'attend pas non plus de lui qu'il sache résoudre une équation mathématique. Et c'est aussi ce que pensent les chercheurs. Le cerveau des jeunes enfants fonctionne différemment du nôtre. Certains modèles d'activité cérébrale ne sont pas encore mis en place et leur cortex préfrontal n'est pas encore développé. Or, c'est précisément lui qui pilote la faculté d'anticipation, la logique et le contrôle des impulsions. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans environ se montrent très égocentriques. Inutile d'attendre d'eux qu'ils soient raisonnables. Ce constat n'est toutefois pas d'une grande aide quand on lutte au quotidien avec sa progéniture. Je savais que j'avais échoué en tant que mère. Même les choses les plus élémentaires, comme se préparer pour l'école, étaient impossibles à gérer. Je devais constamment demander à Rosie de mettre ses chaussures, et soit elle m'ignorait, soit elle me criait dessus ou entrait dans une colère noire tout en arrachant ses vêtements. Mais le fait que les enfants puissent parfois devenir de petits monstres est-il uniquement dû au développement de leur cerveau? J'ai lu plusieurs ouvrages sur l'éducation et tous conseillaient de faire en sorte que nos enfants soient en bonne santé, heureux et qu'ils réussissent. Pour cela, on sous-entendait qu'il était important de leur répéter ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire. Et là, je me suis dit, mais qui aurait envie d'être sous surveillance permanente? Peut-être que mon problème en tant que mère était aussi lié à ma culture. 96% des études sur les enfants consultées par Michelin Doucleff provenaient en effet du monde occidental. C'est un peu comme si vous vous rendiez chez un glacier pour étudier les différentes variétés de glace, que vous goûtiez uniquement la glace à la pistache et que vous en déduisiez que toutes les autres glaces contenaient aussi des petits morceaux de pistache. Le problème ne vient pas des pistaches qui ne sont pas présentes dans les autres variétés de glace, mais plutôt de ce que ces dernières contiennent. Regardez ces deux lignes. À votre avis, quelle est la plus courte et quelle est la plus longue? Il s'agit de la fameuse illusion de Müller-Lüher. Dans les années 1950 et 1960, elle a entre autres été soumise à des pêcheurs au Nigeria, à des chasseurs du désert du Kalahari et à des chasseurs-cueilleurs des campagnes australiennes, mais aussi à des adultes et des enfants nord-américains. La plupart des Américains interrogés pensaient que la ligne A était environ 20% plus longue que la ligne B. Mais les personnes issues de communautés indigènes voyaient les choses autrement. Pour les chasseurs-cueilleurs d'Afrique et les agriculteurs de Côte d'Ivoire, les lignes avaient la même longueur. Et ils avaient raison. Mais alors pourquoi avons-nous l'impression que ces deux lignes sont différentes? Certains scientifiques pensent que c'est dû au fait que les Occidentaux vivent dans un monde doté d'angles droits et aigus, et qu'ils perçoivent les lignes comme les bords d'une boîte. En revanche, les personnes issues d'autres cultures, qui croisent moins d'angles et de coins au quotidien, n'ont pas la même vision des choses. Pour leur cerveau, tout n'a pas la forme d'une boîte. Mais le fait d'être influencé par des facteurs extérieurs peut-il avoir un impact sur notre relation avec nos enfants? Peut-être qu'on devrait remettre en question notre vision du monde. Si on est si sensible à une simple illusion d'optique, qu'en est-il des choses plus complexes comme l'éducation des enfants? Quel rôle joue notre culture? C'est justement l'objet de l'étude ELF menée en France auprès de plus de 18 000 enfants qui vise à évaluer entre autres le lien entre leur capacité d'apprentissage et leurs conditions de vie. Dans les études, on voit que l'un des facteurs majeurs qui est associé au développement de l'enfant, c'est le statut socio-économique de ses parents. Est-ce parce que les parents fortunés peuvent acheter à leurs enfants des jouets plus sophistiqués? Ce n'est pas uniquement le fait de pouvoir acheter à l'enfant des jouets les plus chers possibles qui compte. C'est vraiment probablement le temps qu'on interagit avec lui. Lorsque les parents travaillent beaucoup et que les grands-parents sont loin, le facteur temps peut poser problème. Néanmoins, peu importe le temps qu'on passe avec ses enfants, on a parfois envie de les occuper d'une autre manière, en les mettant devant des écrans, par exemple. L'effet des écrans est beaucoup lié, pas tellement
à l'écran lui-même, mais au fait qu'il déplace du temps d'interaction de l'enfant avec ses parents, mais aussi du temps que l'enfant peut déplacer à faire d'autres types de jeux on peut parler des puzzles, des jeux de construction, etc. Donc d'autres types d'activités qui sont bénéfiques pour son développement. Mais même quand on essaye de bien faire les choses, en jouant, en peignant, en faisant de la pâtisserie ou en lisant des histoires, cela n'aide pas forcément les enfants à déployer leur potentiel. Car un autre facteur d'influence entre en jeu. Ce qu'on a observé dans l'étude, c'est que, en tout cas dans les premières années de vie, sur les tests de développement que nous avons faits, les filles ont toujours des tests de développement un peu supérieurs par rapport aux garçons. Et même en maths. Et pourtant, 2 ans plus tard, au CP, on voit là cette fois-ci apparaître un décalage avec un score plutôt plus élevé pour les garçons. L'influence de la société sur le développement des enfants est-elle si forte au point de faire baisser les compétences des filles en maths ? En tout cas, on le voit apparaître, alors qu'il n'existe pas très tôt dans la vie, on le voit apparaître quand on rentre à l'école primaire. Oui, et rappelons aussi que le potentiel des enfants n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur ou encouragé. Les normes sociales semblent influencer grandement le développement des enfants. Mais nos garnements n'ont-ils aucun moyen d'y échapper ? Je ne pense pas que les enfants soient un miroir de la société. C'est vrai que les enfants, ils apprennent en nous imitant, en imitant les adultes, surtout au début de leur vie. On ne peut pas toujours anticiper, à partir de ce qu'on observe chez l'adulte, ce que les enfants vont faire. Donc, les enfants, ils absorbent ce qu'on leur donne, qui sont transformés par leur développement, par la société, et ensuite ils vont la transformer. Ne sachant plus comment s'y prendre avec sa fille, Mickeline Doucleff tente une expérience. Avec Rosie, alors âgée de 3 ans, elle décide d'aller passer du temps aux côtés de familles d'autres cultures afin d'observer leur manière d'éduquer les enfants. Ce que j'ai notamment constaté sur place, c'est que les enfants étaient serviables et autonomes, et que leurs parents étaient totalement détendus. Première étape de leur périple, un village maya au Mexique, puis un séjour chez les Inuits dans le nord-est du Canada, et enfin direction la Tanzanie auprès d'une communauté Hadza. Les 3 communautés avec lesquelles nous avons cohabité avaient tout un point commun. Les enfants ne vivaient pas dans un monde séparé des adultes, comme c'est le cas en Occident, où les enfants sont éduqués, disciplinés, divertis et bichonnés par leurs parents. Bien au contraire. Dans les communautés indigènes, le monde des adultes et celui des enfants ne font qu'un. Du coup, l'enfant doit en grande partie se prendre en charge lui-même. Il est autonome et ses parents interviennent très peu dans son éducation. Et ça fonctionne ? Il suffirait donc de ne pas établir de règles, de se mêler le moins possible de la vie de ses enfants et tout irait pour le mieux ? Le modèle d'éducation anti-autoritaire n'est-il pas dépassé ? Tout le monde a déjà eu affaire à des neveux insolents ou à des enfants sans gêne dans son voisinage. Comment se comportaient les familles que Mickeline Doucleff a rencontrées ? Au sein des communautés que nous avons côtoyées, les comportements perturbateurs des enfants étaient simplement ignorés. Les parents disaient « c'est rien, c'est parce qu'il est tout petit ». Et quand l'enfant entendait ça, il se rebiffait et disait « je suis pas un bébé ». Il tenait à se faire respecter et à faire partie intégrante du groupe. C'est une astuce efficace, et c'est ce que j'ai fait avec Rosie. Et comment s'y prenait Mickeline avant leur voyage, quand la relation mère-fille était tendue ? Maman criait beaucoup. Elle était très sévère et elle me disait toujours ce que j'avais à faire et comment le faire. Si je m'imaginais que le sol était en lave et que je sautais sur le canapé ou le lit pour me réfugier, elle hurlait « Tu vas le casser le lit, arrête ça tout de suite, tu vas l'abîmer et tu vas te faire mal. Un lit ça coûte cher, blablabla. » Alors que moi, j'avais juste envie de jouer. Je voulais pas casser le lit ou autre.
Et qu'est-ce qui a changé depuis? Je continue de sauter sur le lit, mais elle me dit plus rien. Elle entre dans la chambre et puis elle ressort tout de suite. C'est cool. Je pense qu'elle a changé. Elle a plus peur que je casse quelque chose qui coûte soi-disant $1 million. Elle est plus inquiète comme avant. Elle me fait plus confiance et elle sait que je cherche pas à faire des dégâts. Rosie et moi avons bien sûr encore des conflits, comme dans toute relation. Mais maintenant, on essaie de résoudre les problèmes ensemble. J'essaie de comprendre son point de vue et elle le mien. On sait toutes les deux qu'on fait de notre mieux et on forme une équipe. Pas facile de se comprendre quand on ne fonctionne pas de la même manière. L'enfance n'est pas qu'une étape sur le chemin vers l'âge adulte. Et les enfants ne sont pas seulement des petits êtres inachevés qui ont encore beaucoup à apprendre. Nous pourrions tout aussi bien considérer les enfants comme nos maîtres à penser, puisque leur ouverture d'esprit, leur absence de préjugés, leur soif de découverte et leur créativité nous montrent à quel point c'est beau de receler en soi tous ces atouts. Sans compter que si nous faisions davantage confiance aux enfants, ils ne seraient pas les seuls à être plus détendus. Nous le serions probablement bien plus aussi.